Voilà, alors suite des questions-réponses, alors nous restons dans des questions un petit peu philosophiques pour l'instant. Alors voilà une question qui nous vient d'une amie hongroise habitant aux États-Unis. Pierrot, si tu pouvais poser une question à un leader dans ce monde, qui ce serait et quelle question tu souhaiterais lui poser? Alors dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de leaders. Il n'y a pas beaucoup de leaders que je respecte et pas beaucoup de leaders qui lead, donc de meneurs, de chefs, qui chapeautent quoi que ce soit. Alors il y en a qui pourraient être intéressants, notamment je pense à des chefs d'État de pays asiatiques qui ont du succès comme Singapour ou la Chine, ou peut-être aussi, et en plus qui sont des hommes, des vrais comme Poutine, ou je pensais à Václav Havel, ou évidemment il n'est plus de notre monde, François Mitterrand, même si je l'aimais pas beaucoup, mais en tout cas on peut imaginer que c'était quelqu'un de vraiment quelqu'un. Alors aujourd'hui, ce serait intéressant peut-être de rencontrer, de parler, poser une question à, je sais pas, un Dick Cheney ou un Henry Kissinger ou un BHL, et je lui poserais comment on se sent d'être un criminel de guerre. Mais probablement ils vont dire que non, ils ne le sont pas et que ils vont rationaliser. Vous savez, tous les êtres humains rationalisent leurs actions. Je veux dire, même le tueur en série, il se dit oui, mais bon, elle le méritait. J'ai bien fait de la tuer ou de les tuer. Et même les pires des salopards, ils vont rationaliser et se considérer dans leur droit, dans leur bon droit. Regardez à Hitler. Il a détruit l'Allemagne. Il a détruit Berlin, l'Allemagne de l'Est, la Poméranie, la Prusse orientale. Et il savait que c'était fini. Il savait qu'il n'y avait plus aucune chance. Il savait que l'Allemagne allait perdre la guerre. Et au bout d'un moment, il avait tellement de haine envers le peuple allemand qui ne l'a pas amené à la victoire, selon lui, finalement, il l'a sacrifié à l'autel de sa gloire néfaste. Et en tout cas, on peut dire plein de choses sur l'Allemagne de 1933 à, en tout cas 1942, et de 1942 à 1944, et notamment les années 1944-45, pardon, c'était une boucherie. Une boucherie, vraiment, il y a une volonté de faire du mal à la population allemande. D'abord, il ne faut pas oublier que finalement, le retour de bâton de l'Allemagne nazie, c'est que c'est la population allemande qui, avec évidemment la population russe, soviétique, a le plus souffert. Les destructions à l'Allemagne ont été juste impressionnantes. Et moi, je pense que c'était la meilleure civilisation, la plus belle civilisation du monde, hein. Pas l'Allemagne nazie, mais l'Allemagne, en gros, de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, culturellement, scientifiquement, et même d'un point de vue moralement, avec quelques défauts critiques qui ont amené, critiques dans le sens anglais, anglophone du terme, quelques défauts qui étaient voilà, la graine de sa destruction et qui ont été malheureusement employés, eh bien, voilà, bref, détruite. Et donc ce dictateur a rationalisé, finalement il pensait probablement que ce n'était que normal, et puis de toute façon il fallait tout raser. Tout le monde rationalise tout le temps. Donc d'abord pour répondre à cette question, il faut identifier un leader. Et je pense que les leaders, c'est pas les politiciens aujourd'hui, ou très rarement. Je pense que le leader, c'est le propriétaire de la plus grande. Par exemple, un leader qui serait intéressant, c'est d'identifier le plus gros actionnaire d'une des plus grosses banques qui elle-même est actionnaire de la banque de la Réserve fédérale américaine. Et donc à ce moment-là, je lui dirais, Monsieur Rothschild, c'est quoi ton plan pour la race humaine, pour l'espèce humaine? Parce que je suis pas certain qu'ils aient un plan cohérent. Et moi, ma théorie, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils font et ils sont complètement dans la folie. Mais pour d'autres, ce serait aussi une forme de folie, comme Pierre Hillard, qui a un travail remarquable. Peut-être que il y a vraiment un plan. Mais moi, je ne sais pas. Donc, ce serait la question que je souhaiterais poser. Et si on pouvait aller dans un autre monde, alors ça, c'est vrai que ce serait fascinant de pouvoir remonter dans le temps et de poser la même question, de poser des questions sur comment gérer les gens, comment faire en sorte que les gens soient heureux. Et ça, ce serait intéressant de parler à des grands chefs d'État, des grands conquérants. Souvent, ce sont les guerriers qui connaissent mieux la nature humaine.
Même Gandhi, hein, on parle toujours de pacifisme, mais c'était une sorte de guerrier à un certain temps. Il n'a pas toujours été non violent. Bref, il y a plein de gens chez les dictateurs, ce serait pas fascinant, Staline, Mao, Hitler, Mussolini, chez des chefs d'État qui ont changé en douce le monde, comme le président Wilson aux États-Unis qui a instauré la réserve fédérale, et puis dans l'Antiquité, Alexandre le Grand, César, plus proche de nous, des grands hommes comme Jefferson, Thomas Jefferson aux États-Unis. Ça, c'est quelqu'un que, si on pouvait avoir un après-midi à boire du thé et à lui poser des questions, serait fascinant. Mais après tout, la chance que j'ai modestement et grâce à vous, c'est que le fait de vendre beaucoup de livres me permet d'avoir une toute petite renommée. Cette petite renommée me permet d'avoir la réponse de gens que j'estime et que je peux aller interviewer. Donc c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer des gens comme Alain de Benoît et plein d'autres. Donc ça c'est très intéressant. Donc si un jour je vois Monsieur Kissinger et que je lui pète pas la gueule, je lui poserai la question ce que ça fait d'être un criminel de guerre. Mais bon, c'est comme ça. Alors, autre question, ça reste plus ou moins dans le thème. Si tu pouvais changer une chose dans l'histoire, une seule chose, il y a un très bon livre qui s'appelle What If, qui est un livre que je crois pas qu'il n'est pas traduit, il est en anglais, qui est une sorte d'uchronie, donc il se pose la question de qu'est-ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Donc il s'imagine par exemple si les Spartiates avaient été complètement balayés au Thermopyles et qu'ils n'avaient pas eu une défense héroïque pendant 3 jours. Que se passerait si Ponce Pilate finalement gracie Jésus et ne le fait pas crucifier? Ça change complètement le monde. Que se passe-t-il si, par exemple, le Gavrilo Princip ne tue pas l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo? Plein d'exemples d'histoires comme ça. Que se passerait-il si Charles Martel n'arrête pas les hordes arabes enfin, c'était plutôt des berbères, mais enfin, les berbères à Poitiers, etc. Il pose plein de questions. Que se passe-t-il si enfin, les rebelles américains perdent leur guerre d'indépendance contre l'Angleterre? Excellent livre, excellent livre, excellent livre. Si les Alliés se font massacrer sur les plages de débarquement en Normandie, on parlerait tous russe, hein, par exemple. Enfin bon, et donc c'est très intéressant. Alors, se poser la question, c'est utile. Ça change pas l'histoire, mais ça fait réfléchir sur les tenants et les aboutissants. Et c'est un exercice intellectuel pour pas simplement donner une réponse qui est celle que l'on souhaite, mais qui est une réponse basée sur les faits de l'époque. Et moi j'ai beaucoup et j'aime toujours les simulations militaires. Les simulations militaires, par définition, c'est toujours des questionnements uchroniques. C'est que se passe-t-il justement si euh, les divisions panzer allemandes sont placées en Normandie au bord des plages et qu'ils rejettent les débarquements anglo-américains et canadiens le jour du débarquement? Comment se passe l'offensive à ce moment-là soviétique, opération Bagration, de juillet 1944, en Biélorussie, en Ukraine, etc., si le risque du débarquement allié occidental est balayé? Est-ce que ça change l'histoire ou pas? Oui, et comment, et comment, et comment? Tout ça, c'est intéressant, pour peu que ce soit plausible, parce qu'évidemment, il faut que ce soit plausible. Alors, personnellement, s'il y avait une chose que je pourrais changer, c'est en fait de faire gagner l'Allemagne en 1914. Attention, quand même pas en 1940, ils l'ont gagné en 40. Mais enfin, en 1914. Pourquoi? Soit parce que la Russie n'entre pas en guerre et donc les deux corps de réserve de l'armée allemande ne sont pas enlevés du front de l'Ouest et envoyés sur le front de l'Est, sur Tannenberg, avec la 8e armée allemande. Enfin bon, je m'égare. Soit alors c'est plus difficile que le plan Schlieffen fonctionne parfaitement bien. Si l'Allemagne gagne en 1914, il n'y a plus les massacres il y aurait peut-être 1 million de morts entre Français et Allemands en 1914, mais il n'y a pas tous ces millions de morts et ces massacres et cette guerre fratricide entre Européens. Ça change complètement le monde. Ça change complètement la globalisation. Ça change complètement le sens de culpabilisation pour la colonisation. Il n'y a plus de Shoah. Il y a une grosse question sur est-ce qu'Israël va se faire ou pas, ou est-ce que la Palestine. L'Empire ottoman ne s'effondre pas forcément. Il n'y a pas de révolution bolchevique, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communisme, donc il n'y a pas des centaines de millions de morts entre la Chine communiste et la Russie. Grand changement si l'Allemagne gagnait la guerre en 1914. Il n'y aurait pas d'impôt sur le revenu, il n'y aurait pas la réserve fédérale, ou en tout cas pas ce coup-ci.
pas ce coup-là. L'histoire aurait été complètement différente. Je pense que la colonisation en Afrique aurait été complètement différente à partir de ce moment-là. L'inévitable décolonisation se serait passée bien, bien mieux. Et ce serait franchement un monde différent. Moi, je pense qu'on aurait eu les Allemands sur la Lune dans les années 50. Mais bref, un monde complètement différent. Peut-être un monde plus responsable, un monde avec moins de guerre, donc avec plus de capacité à comprendre les ressources, et peut-être un monde qui ne s'effondre pas. Et à mon avis, juillet 1914, août 1914, c'est le pivot de l'histoire du monde moderne. Et à mon avis, notre effondrement vers lequel on va est aussi un résultat direct de 1914, d'une guerre qui s'enlise, alors que si elle avait pu être gagnée rapidement, mais évidemment par l'Allemagne, pas par la France, ça n'avait pas de sens de gagner en 1914 pour la France, c'est impossible. Mais l'Allemagne aurait pu gagner en 1914. On aurait un monde très très différent et je pense sincèrement que ce serait un monde vraiment meilleur qu'aujourd'hui. 1914, hein, les Allemands de 1914, c'est pas des nazis, ils ont des casques à pointe, ils n'ont pas les casquettes ils ont des monocles, il n'y a pas de Waffen-SS, donc ayez un peu de culture. Je sais, parce qu'il y aura des gens qui disent ouais, Pierrot, il voulait la victoire de l'Allemagne en 1914. D'abord, c'est pas ce que je veux. On me pose une question intellectuelle, je réponds avec un truc intellectuel. De toute façon, c'est trop tard. Alors, question que l'on me pose, alors ça, j'ai vu qu'on l'a posée à Vol-Ouest récemment. Que penses-tu de la peine de mort? J'ai déjà répondu, je pense que c'est évident. Alors, je vais vous donner une réponse un petit peu plus complexe. Ça dépend du type de société et du contexte. D'abord, est-ce qu'on est dans un contexte de survie ou d'opulence? Aujourd'hui, nous sommes encore dans un contexte d'opulence, donc à la limite, on peut se payer un luxe très très cher, luxe moralement, à mon avis, douteux, de ne pas avoir de peine de mort. Mais si vous êtes dans une situation de survie, une société, elle doit punir de manière extrêmement violente ceux qui mettent en péril la survie de la société. J'ai donné cet exemple plusieurs fois déjà d'une de visite que j'avais en Côte d'Ivoire. Je visitais ce petit village vers San Pedro, vers l'ouest de la côte sur le golfe. Et je visitais on passait dans cette région, on va dans ce petit village, on rencontre le chef, on échange de cadeaux, etc. Puis bref, on me dit, voilà, ils ont eu des problèmes la semaine dernière parce qu'il y a eu un voleur, donc un étranger, un mec pas du village, qui est allé dans le village et il a volé des poules et il s'est fait attraper. Et ils l'ont lapidé, ils l'ont écrabouillé à coups de cailloux, à coups de rochers. Donc ils l'ont massacré et les policiers qui sont arrivés, ils ont dit, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, bah, il y a eu un voleur, il est venu voler des poules, on l'a tué. Et les policiers disent, mais qui l'a tué? Bah, tout le village, on l'a tous fracassé. Bon, bah, donc ils ont classé l'affaire, évidemment. Et bon, et moi je me suis dit, mais au début j'étais naïf, donc ça se passe en 95, 96. Donc moi, naïf, je dis, mais quand même, vol de poulet, peine de mort, en gros. Et le chef me dit, mais tu sais, pour nous les poulets c'est important, c'est une denrée précieuse, on n'a rien ici dans ce village. À part du manioc, un peu de poisson et des poulets, ben voilà. Un vol de poulet c'est fondamental, et puis si on sait que dans ce village on tue pas les voleurs de poulets, tout le monde va venir voler des poulets, et puis on n'aura plus de poulets, et puis après quoi, ils viendront piquer les filles, ils vont violer, puis après, de toute façon, on va mourir. Donc, peine de mort. Et en fait, je me suis dit, mais c'est moi qui suis con, c'est nous, en Occident, qui sommes complètement débiles, parce qu'on ne punit pas des choses qui sont graves. Viol, peine de mort, viol, enfin, pourvu qu'il y ait alors je vais dire les conditions. Alors ça, c'est un premier élément. Est-ce qu'on est dans une situation de survie ou opulence? Ensuite, ça dépend aussi du niveau de criminalité. Une société où il y a très peu de crimes, on peut imaginer que si une fois de temps en temps il y a un crime extrêmement violent, on peut imaginer que ça interpelle tellement la société qu'on va décider d'étudier le criminel et donc de ne pas l'éliminer, mais de l'étudier. Ensuite, se pose aussi la question de la structure de la société. Est-ce que les lois sont les mêmes pour tout le monde? Ou est-ce que les lois sont pas les mêmes et donc il y a des lois pour les nationaux, pour les étrangers, en gros pour les membres du clan et des étrangers. Vous imaginez que si un membre de la tribu vole un poulet et se fait attraper, peut-être que vous n'allez pas l'écrabouiller, peut-être que la loi elle peut être différente pour quelqu'un qui fait partie d'un peuple et une autre loi pour les autres. Je veux dire, il y a plein d'endroits où ça se fait. Hein. Allez en Israël, il n'y a pas la même loi si vous êtes étranger ou si vous êtes local. Enfin, c'est comme ça. Alors, et puis ensuite, enfin, un autre élément avant de pouvoir dire oui ou non, on est pour ou contre, c'est qui décide. Est-ce que c'est un État oligarchique, pas démocratique, dictatorial? Est-ce que c'est lui qui doit décider si
de mettre une loi de peine de mort ou pas, ou si c'est un jury populaire, démocratiquement élu, etc., qui applique ou pas la loi. Dans tous les cas, il y a un élément aussi fondamental, c'est que dans tous les cas, il faut des principes de droit qui me semblent fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a présomption d'innocence, qu'il y a un jugement qui doit être juste, où la partie accusée doit comprendre de quoi elle est accusée, doit pouvoir être représentée par quelqu'un qui doit pouvoir être aidé de quelqu'un qui connaît parfaitement la loi. Loi simple, hein, à mon avis, il ne faut pas avoir non plus. On n'est pas dans le monde des avocats, il faut faire un truc réel. Et puis qu'elle puisse avoir la possibilité de se défendre. Et si elle est coupable, à ce moment-là, on applique la loi éventuellement en fonction. Donc on peut très bien imaginer que la peine de mort existe dans un pays et que les périodes où il y a une forte criminalité, on doit resserrer les vis. Et donc là, on applique de manière très très dure pour quasiment tous les crimes. Escroquerie, vol, vol de vélo, viol bien sûr, meurtre, etc. Violence, pédophilie. Et là, on nettoie et on élimine énormément de gens qui sont nuisibles et qui posent des problèmes. On peut imaginer aussi que dans une situation, comme c'est le cas aujourd'hui, ça dépend des pays, mais où il y a peu de grosses criminalités violentes, à ce moment-là, et par violence, la criminalité économique, elle est extrêmement violente. Si vous ruinez quelqu'un, vous le mettez sur la paille, c'est aussi violent que meurtre ou voie de fait, etc. Donc ça, on peut tout à fait imaginer que le crime en col blanc puisse aussi être un crime considéré comme crime violent et donc susceptible de peine de mort, de même que la trahison, comme c'est le cas de nombreux politiciens qui sont à la solde d'autres pays. Mais on peut imaginer que si un pays est très calme et qu'il n'y a pas beaucoup de criminalité, seulement certains crimes qu'on va dire imprescriptibles et les crimes de lumière, comme pédophilie, comme viol avec violence, etc., ça, dans tous les cas, il soit appliqué. Je ne sais pas. De toute façon, c'est très théorique. Moi, c'est pas moi qui va faire les lois. Mais la question se pose sur le monde d'après qu'on devra peut-être reconstruire. Quel genre de choses? Et donc, pour moi, bien sûr, il doit y avoir une punition ultime pour éliminer totalement quelqu'un qui est totalement inassimilable. On peut imaginer la nuance de l'application qui est variable en fonction de la gravité de la situation, avec des lois peut-être différentes pour les membres de la société, les membres du clan, les citoyens et les autres. Peut-être plus dures pour les autres que pour les citoyens. Encore qu'on veut peut-être montrer l'exemple. Et puis de toute façon, un procès équitable, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, procès équitable, capacité d'être représenté, et, euh, et donc capacité d'avoir une justice où la personne accusée soit et présomption d'innocence toujours, et ensuite, si preuve accablante et si condamnée, à ce moment-là ou que la peine s'applique et que la peine s'applique rapidement et avec bien sûr pourquoi pas la possibilité d'un recours, mais rapide, pas il n'y a pas besoin de tergiverser des heures. Alors là, on va me dire, oui, mais si on se trompe, eh bien, si on se trompe, tant pis, hein, ça arrive, voilà quoi. Mais vaut mieux se tromper, mais qu'il n'y ait pas de criminel salopard en liberté, plutôt que l'inverse, et que les mecs courent, et tant pis si une fois de temps en temps, on chope un innocent. Bon, après, aux États-Unis, visiblement, le mec, il est noir, c'est bon, il est coupable. Bon, alors ça, c'est un autre problème. Mais intellectuellement, théoriquement, à mon avis, ça, ce sont les critères et les conditions pour lesquelles une peine de mort puisse être appliquée. Donc, oui, en gros, je suis pour. Et si ça fait de moi un facho, j'en ai rien à foutre. Euh, pour la petite histoire, je crois que le facho de tous les fachos, Mussolini, puisque c'est le fondateur du mot, je vois que l'Italie fasciste a fait exécuter qu'une quarantaine de personnes par peine de mort euh, pendant toutes les années du fascisme italien. C'est à peu près un gros mois, ou une petite année du Texas en tout cas. Donc voilà. Alors, là je voudrais ajouter un truc. La prison. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de prison dans un pays. Une prison, c'est inutile. Parce qu'il y a trois sortes de crimes. Soit c'est un petit crime, à ce moment-là on explique pourquoi euh, c'était une mauvaise idée de le faire et que finalement on va expliquer au criminel la, voilà, il a tiré, il a chouré, il a fait un cambriolage, il a chouré un sac à une vieille dame. Bon, c'est un petit crime. Il a escroqué quelqu'un de quelques euros, etc. Bon, on va lui expliquer, on lui dit voilà, c'est pas bien, il a une séance devant un juge, petit jugement, on lui explique, bon, voilà, c'est pas bien.
Voilà pourquoi c'est pas bien. On t'explique la vie en société, tada, tada. Deuxième type de crime, c'est le crime moyen ou la récidive. Là, on n'explique plus. Là, on punit. Mais on ne punit pas par la privation de liberté. Pas besoin. Ça coûte cher, c'est compliqué. Puis pourquoi envoyer les gens dans un hôtel confortable alors que ça coûte cher à la société? Puis moi, j'ai pas envie que mon argent serve pour des criminels. Tu prends un bâton, tu lui fracasses le dos pendant un certain nombre, je sais pas, en fonction de la gravité, 10 coups, 20 coups, 50 coups de bâton ou du fouet, n'importe quoi. Enfin, un truc qui fait mal. Le mec, il s'en souvient, hein. Et il apprend que voilà, il faut plus le faire. Et si et c'est jusqu'à ce qu'il comprenne. Et c'est chaque fois un peu plus dur. Et voilà. Et puis s'il meurt de ses blessures, bah, tant pis pour lui. Et en revanche, évidemment, pour les gros crimes irréparables, comme le fait de violer quelqu'un, c'est irréparable. De causer de la souffrance économique ou réelle sur des gens, ou physique, c'est irréparable. À ce moment-là, comme j'ai dit précédemment, on applique, dans les circonstances que j'ai expliquées, à mon avis, hein, mais faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas moi qui serai un législateur, jamais, je serai jamais au pouvoir, et vous n'avez pas envie que vous m'ayez au pouvoir, jamais. Donc, il faut jamais voter pour moi. Et bien à ce moment-là, oui, on applique la peine de mort, avec toujours, je le répète, présomption d'innocence, le lapsus, mais c'est ça, une assurance de la présomption d'innocence, possibilité de savoir pourquoi on est arrêté, de se défendre, d'être jugé de manière impartiale, d'avoir une représentation légale, et à la limite, moi j'aimerais bien un truc comme ça, mais rétroactif sur 50 ans. On prend tous les mecs de 50 ans et on leur pose la question de ce qu'ils ont fait, etc. Tous les mecs qui ont été relâchés parce que oui, il a violé, mais c'est pas trop grave. On les reprend et on voit vraiment s'ils ont été soignés et réintégrés, et sinon, zik. Mais dans mes rêves. Alors là-dessus, il faudrait dire encore une autre chose, parce qu'on m'a posé une autre question, qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, et la différence entre l'individu et le mouvement, etc. Alors tout d'abord, une chose, c'est que, en fait, pour moi, l'hospitalité, c'est une valeur importante. Donc si quelqu'un vient dans mon pays, ou vient chez moi, et qu'il me demande l'hospitalité, dans la mesure du possible, je pense que c'est intéressant, c'est une valeur importante. D'ailleurs, on la voit en Afghanistan, où même votre ennemi, s'il se pointe chez vous, il vous demande l'hospitalité, vous allez devoir Nana Wattey, je crois, ça s'appelle. Vous allez devoir lui l'accorder. Alors ensuite, le jour où il tourne son dos, il sort de chez vous, vous la battez si c'est votre ennemi, parce que vous avez badal la vengeance. Mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est une valeur. Cela dit, aujourd'hui, avec les lois sociales et la structure mondiale aujourd'hui, bien sûr, l'immigration, surtout de masse, je suis contre, 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 contre. Mais d'un point de vue théorique, je pense qu'une immigration devrait être ouverte et illimitée. Alors vous allez me dire, il est fou. Non, à condition qu'il doit y avoir deux conditions. Pour moi, la libre circulation des personnes pourrait être totale. Vous, vous avez envie de quitter le Mali et d'aller en France, pourquoi est-ce qu'on vous empêcherait? Si vous avez les moyens de vous payer le voyage et vous venez, pas de problème. Si vous avez envie de quitter l'Italie et d'aller vous balader au Mali, pourquoi il y aurait un problème? Alors évidemment, je ne suis pas malien, mais en Suisse, moi je suis pour que si quelqu'un veut venir en Suisse, il devrait obtenir, il ne devrait pas y avoir de visa, c'est entrée open bar, vous pouvez venir sans problème. Mais, deux conditions. Première condition, c'est que vous n'avez droit à rien, aucune aide sociale, aucune aide étatique, d'aucune sorte. Ensuite, si les privés ont envie de vous donner de l'argent, oui. Donc si vous venez dans un pays, c'est parce que vous avez les moyens de venir en tant que touriste, ou parce que vous avez une valeur économique importante et que vous pouvez trouver un travail. Mais en gros, ça veut dire que vous êtes capable de subvenir à vos besoins. Aucun droit particulier, logement, aide, machin, autre que des privés qui... Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas rester, si vous n'avez pas les moyens. À ce moment-là, il faut partir. Et ceux qui restent, qui n'ont pas les moyens et qui s'adonneraient à la criminalité pour pouvoir subvenir à leurs besoins, deuxième condition, en cas de non-respect des lois, punition extrêmement brutale et reconduite à la frontière de manière extrêmement brutale. Et si évidemment le crime est sérieux, on élimine la personne. Mais en tout cas, punition extrêmement brutale, genre, je sais pas, écartèlement sur place publique, être filmé en vidéo et envoyer la vidéo dans le pays d'origine pour dire voilà, vous pouvez venir chez nous, il n'y a aucun problème, on accueille tout le monde, mais il n'y a aucun droit, il n'y a aucun état social, et si vous faites des conneries, c'est violent.
Voilà, là aussi, dans mes rêves, parce que ça n'arrivera jamais, ça n'a aucun sens, etc. Bref, euh, question sur en sauce du coq à l'âne, mais on va parler de féminisation. Alors on me pose la question, pensez-vous que la société féminisée puisse conduire à la victimisation et au laxisme sociétal, puisque la mère est sans limite pour sa progéniture, ce qui est tout à fait normal. Bon, à voir, moi je connais des femmes, mon épouse, elle a beaucoup de limites par rapport à mes gosses, elle est très très dure et sévère avec eux, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que c'était bien que ce soit mon épouse. Alors, difficile à dire. Certainement, dans Femmes au bord de la crise, je parle un petit peu du problème qu'a amené la féminisation, mais pas dans l'éducation des enfants et pas de ce côté-là, plutôt d'un point de vue économique. Mais la question qu'on doit se poser, c'est lorsque nous, en tant qu'hommes, on choisit une femme, une épouse, hein, quels sont nos critères? Est-ce que c'est la beauté, l'intelligence, le fait que ce soit une bonne mère, etc. Moi, je sais que pour moi, hein, les critères, il y a trois critères pour moi importants. Le premier critère, je les avais pas écrits sur une liste, hein, mais c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai rencontré mon épouse, évidemment. Tout d'abord, c'est que c'était un bon matériel génétique pour mes enfants, tant au niveau du physique, du mental, de la santé, de la morale. Je me suis dit, ah, ça, c'est du bon matos. C'est génétiquement, c'est bien. Je ferais bien des gosses avec elle. Le deuxième élément, ça c'est un peu plus égoïste, c'est que je me suis dit, ah, ça c'est une qui va pas me faire chier. Une qui va pas me casser les couilles chaque 2 minutes en disant, oui, mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, pourquoi tu gagnes pas plus d'argent, pourquoi tu... La plupart des gonzesses, vous êtes super casse-couilles, vous vous rendez pas compte. Et vous vous rendez pas compte, c'est qu'avant, nous, on restait. Parce qu'on avait la pression sociale, maintenant, on n'a plus rien à foutre. Je veux dire, vous nous faites chier, pour peu qu'on ait un peu les moyens, on va en trouver une plus jeune et plus belle que vous. Hein. Nous, on s'en fout. Hein. On est encore séduisant à 40 ans, on est encore séduisant à 60 ans. Vous, c'est date de péremption qui baisse chaque jour. C'est la dure, cruelle nature. Donc avant, on restait avec vous parce que il y avait une pression sociale. Maintenant, c'est si on veut bien. Et inversement. Sauf que, pour l'instant, c'est encore les mecs qui gagnent un peu plus d'argent. C'est en train de changer, mais bon, on se comprend. Et troisième point, je voulais une femme qui me coûte pas cher. Ah ouais, parce que la nana, oui, alors pour mon anniversaire, notre anniversaire de mariage, des bijoux, machin, pas de ça avec moi. Pas commencer à me casser les couilles avec des cadeaux, des machins, tout ça, le romantisme. Tout ça. Alors ça c'est pour me marier. Alors après pour baiser, moi j'aime bien des femmes qui ont de l'humour, qui sont très jolies, qui sont cochonnes, intelligentes, avec une connexion intéressante. Bref, où il peut y avoir éventuellement un peu de passion. Ça c'est très bien. Mais pour se marier, moi je veux une bonne mère pour mes enfants parce que c'est du bon matos quoi, et qui me laisse un peu tranquille. Et en fait avec l'âge, avec la vieillesse, alors ça va me griller avec beaucoup de gonzesses. Mais c'est pas grave. J'aime plus ce qu'on a quand on est adolescent, c'est-à-dire la passion, le fait d'être amoureux. Alors peut-être c'est mon expérience personnelle, mais moi j'ai pas le temps pour ces trucs-là, et puis c'est plus source d'emmerde qu'autre chose. Donc peut-être que je suis aussi un survivaliste dans les rapports homme-femme. Donc voilà, moi le féminisme, ensuite si on me pose la question, est-ce que pour vous les femmes et les hommes doivent être égaux? Non. C'est comme pour le reste, il n'y a pas deux individus égaux, donc les hommes et les femmes encore moins. Je veux dire, les hommes, ils n'ont pas de nibar et les femmes, elles n'ont pas de bite, donc on n'est pas égaux. C'est comme ça. Et on est complémentaires. On a des avantages, des inconvénients, des, euh, des plus et des moins dans chaque domaine. En plus, il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes idiotes, il y a des hommes intelligents, il y a des hommes idiots. Donc quand tu as un homme idiot avec une femme intelligente, c'est un autre rapport qu'une femme idiote avec un homme intelligent ou qu'avec une femme intelligente et un mec intelligent. Et le pompon, c'est quand tu as une femme idiote avec un mec idiot. Tu as aussi tout ce genre de situations qui font qu'on n'est pas égaux. C'est jamais la même chose. C'est jamais pareil. Ensuite, il y a des grandes tendances. Hein, j'en parlais ce soir avec une amie. Le, les femmes ont tendance à chercher un homme qui puisse les protéger parce que pendant qu'elles sont enceintes et pendant les 3 4 premières années de vie de leur bébé, elles ont un truc dans les mains qui chie, qui bouffe, enfin, c'est le bordel, donc elles peuvent pas le protéger correctement, donc il y a besoin de la protection. Donc elles vont chercher quelqu'un qui est plutôt haut dans la structure sociale et qui a les moyens, quitte à ce qu'il soit plus âgé, bien sûr, pour la protéger, elle et sa progéniture et ses enfants. L'homme, lui, va chercher la plus jeune et la plus fertile possible, donc a priori, il va chercher la beauté, la jeunesse, et il aura tendance à délaisser sa vieille quand elle aura
30-40 ans pour aller chercher la plus jeune à 20-25 ans, quoi. C'est comme ça. Euh, Vous savez, des riches, des vieux riches qui sortent avec des encore plus vieilles qu'eux, il n'y en a pas beaucoup. Alors maintenant, ça c'est vrai qu'avec l'économie, ce qu'expliquait très très bien Welbeck dans l'extension du domaine de la lutte, l'économie fait qu'on peut avoir des femmes riches qui ont des amants jeunes, on peut avoir tous les cas de figure, et puis le libéralisme sociétal fait que tout est possible, et tant mieux à la limite, parce que si les gens se sentent bien, pour peu qu'ils se sentent vraiment bien, dans toutes les situations, c'est très très bien. Et ce que je vous explique, c'est pas non plus mon souhait. Moi, je suis avec mon épouse, elle a mon âge, donc je l'ai pas jeté. J'aurais pu très bien aller avec une nana 20 ans plus jeune que moi, ou 15 ans plus jeune que moi, à l'époque, quand même. Mais sinon, j'aurais été en tôle, et c'est pas mon truc. Mais voilà, j'aurais pu être une nana de 22 ans quand j'avais 30 ans. Mais non, voilà, j'étais plutôt avec une femme de mon âge parce que j'aime bien sa maturité, les raisonnements qu'on peut avoir, et puis on peut construire en tant que co-actionnaire d'une mini-entreprise qu'est la famille, une famille, et donner un cadre d'éducation. C'est sérieux une maison, une famille, c'est pas, on va pas quitter sa gonzesse ou quitter son mec juste parce que, je sais pas, on s'énerve ou parce que lui ou elle l'a trompé. Tout ça, c'est des détails. Ce qui est important, c'est un cadre dans lequel on a une stabilité pour que les enfants puissent devenir au moins adultes dans un environnement qui fonctionne bien. C'est aussi la survie mentale et physique des enfants qui compte. Et ça prime avant tout, hein. Donc tu peux t'engueuler, tu peux être pas bien, tu peux faire ce que tu veux, tu restes. Du moins, c'est comme ça que je le sens. La fidélité, elle n'est pas sexuelle. La fidélité, elle est que tu restes à gérer cette famille que tu as créée et que tu vas créer jusqu'au bout. Tu te barres pas sur un coup de tête, tu te barres pas parce qu'il y a une gonzesse ou un mec qui te fait tourner la tête. Je veux dire, va le niquer si tu as envie, fais ta vie parallèle à côté, peu importe, mais tu gardes ta famille, c'est fondamental. Et voilà, c'est fondamental. Donc là-dessus, la passion, tout ça, moi je me méfie de ces trucs parce que c'est des trucs qui cassent, c'est des trucs qui cassent, qui peuvent casser beaucoup de choses alors que nous devons construire. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Sinon, bah, je passe pour pour un salopard ou un connard, je sais pas, je m'en fous, c'est pas grave. Alors, la femme et la survie. Alors les femmes dans le sens, dans un couple homme-femme. J'imagine qu'il y a des couples femme-femme, homme-homme, etc. Mais là, on parle d'un couple femme-homme. Euh, le truc qui est important, c'est la confiance. Je me souviens d'un exemple, je sortais avec une jeune femme très très jolie, polonaise, chaude. Polonaise, c'est du bon matos. Mais qui me disait, si tu me trompes, pendant que tu dors, je te plante un couteau dans le dos, dans le ventre. Enfin, je te plante avec un couteau. Et dans ma tête, c'était pas est-ce que je vais la tromper? Merde, je vais la tromper, donc elle va me planter. La tête, c'est et si elle s'imagine que je la trompe et qu'elle me plante? Et donc, stress, quoi. Parce qu'en fait, anthropologiquement, on a besoin, si on dort avec quelqu'un, on a besoin de faire confiance dans cette personne qui ne vienne pas nous chourer nos trucs. Ou, je veux dire, on se réveille le matin, elle a piqué la Kalachnikov. Putain! Ou, justement, elle a piqué la bouffe. Ou elle s'est barrée avec les gosses et la Kalachnikov, surtout. Et ou on se réveille avec aïe, j'ai un truc entre les omoplates, est-ce que vous pouvez me l'enlever, s'il vous plaît? Puis, monstre couteau. Non, ça va pas. Donc, on a besoin, quand on dort, on est vulnérable, donc on a besoin de dormir dans un environnement sécurisé, un abri, mais aussi avec des gens. Si on dort avec des gens, pas avec une personne en général, c'est rare qu'on dorme à 25. Bref. Mais voilà, on ne peut pas se réveiller avec un truc dans les omoplates, donc aïe, j'ai un truc, vous pouvez me l'enlever? Non, ça va pas. Donc la confiance, elle est fondamentale. Et la confiance, au-delà de ça, c'est aussi la confiance de savoir que quand on n'est pas là, la personne, elle va pas jeter les gamins par la fenêtre parce qu'ils font trop de bruit. Je sais qu'on en a tous rêvé, mais c'est pas le truc. Donc, c'est important de pouvoir se dire, voilà, euh, on a ce truc. C'est pour ça qu'en fait, même si l'être humain est anthropologiquement, naturellement, légèrement polygame, on a plutôt tendance à être monogame parce que justement, il y a ce risque. Je veux dire, moi, si j'étais musulman avec quatre gonzesses, ou 8, hein, ou 12, je sais pas, ça dépend dans quel pays. Si vous êtes en France, vous pouvez en avoir 12. Mais dans certains pays musulmans, c'est une, voire 4 dans certains. Bref, moi, 4 gonzesses sous le même toit, putain, la vieille va venir me planter parce qu'elle est jalouse, parce que la dernière est jeune, etc. Oui, aïe, aïe, non, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Franchement, le modèle européen où tu as des maîtresses, où tu as des amants, mais tu gardes la façade et tout, franchement, c'est pas con.
parce que sinon c'est trop risqué. Donc voilà, on passe à un autre sujet. Voilà, que vous êtes un conspirationniste. Je sais pas c'est quoi un conspirationnisme. Euh, Souvent on met cette étiquette pour essayer de discréditer des gens, mais le problème c'est comme la plupart des gens, ils croient au complot, ça discrédite plus personne. C'est comme les gens qui disent ouais, t'es pour la mort, t'es un facho, mais la plupart des gens ils sont pour la peine de mort de nos jours, donc ça a aucun sens. En plus, moi ça me fait toujours rire, c'est les gens ils disent mais tu penses qu'il y a des complots? Je dis ouais, toi tu crois qu'il y a des complots? Puis ils me disent non, il n'y a pas de complot. Je dis quoi? Il n'y a pas de complot, donc t'es négationniste. Elle dit comment ça? Bah, tu es en train de dire qu'il n'y a pas de complot, donc tu nies le complot nazi d'essayer de tuer les juifs en Europe. Ah non, 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 mais pas celui-là. Je dis, ah, alors tu nies le complot d'Enver Pacha de tuer les Arméniens. Ah non, mais celui-là non plus. Ah, alors tu nies le complot des Soviétiques de tuer une partie des Ukrainiens par enfin, les koulaks. Il n'y a que des complots dans l'histoire. Il n'y a que des complots. Le complot, c'est des gens qui se mettent d'accord en secret, parfois publiquement même, pour faire quelque chose. Alors, ça va de la petite entreprise où dans le conseil d'administration, on se met d'accord pour faire plus de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ça va aux États qui complotent derrière notre dos tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour piquer l'argent dans la caisse, pour faire des lois qui servent des lobbies industriels et non pas le peuple. C'est sans arrêt, les complots, il y en a partout, il y en a toujours eu. C'est dans l'humain, c'est dans le pouvoir, c'est lié à ce genre de choses. Dans les familles, on complote avec ton épouse, tu complotes, je dis oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? On va lui dire qu'il y a une petite souris qui lui donne de l'argent en échange de la dent, on va lui dire qu'il y a un Père Noël, on va comploter. Alors tu sais quoi, tu vas lui dire comme ça, comme ça il bossera mieux à l'école, ou tu sais, j'aime pas le gamin j'aime pas le mec avec qui ma fille sort, donc tu sais ce qu'on va faire, on va lui dire que tu sais, les gens de cette origine-là, on les veut pas, que ça. Enfin, j'invente, hein. Donc, moi je m'en fous, hein. Mes filles, elles pourront sortir avec qui elles veulent, à partir du moment où c'est des gens bien, je m'en fous qu'ils soient black, russe, qu'ils soient bien et riches. Mais bien et riches. Sinon, on va mourir. Sinon, j'ai un fusil. Bref, non mais je plaisante. Il faut qu'ils soient riches. Bref, et puis le monde est plein de false flags, donc de faux drapeaux, d'opérations. Je veux dire, les gens disent oui, non, mais les États ne complotent pas contre leurs personnes. Les archives le montrent. Tu vas à Operation Northwoods aux États-Unis, tu as tout le plan, parce que Kennedy l'avait rendu public, et c'est probablement une des nombreuses raisons pour lesquelles il s'est fait flinguer. Mais enfin, on voit que les États-Unis planifiaient des attentats, même des attaques nucléaires fausses sur leur propre territoire pour donner la faute à Cuba et pour pouvoir envahir Cuba. C'est genre de notoriété publique. Ensuite, si vous êtes dans le déni total et que vous pensez que, en fait, les hommes politiques, c'est des saints, que les chefs d'entreprise, des grandes multinationales, ils sont là pour vous, et qu'ils sont prêts à subir le martyr pour le bien des peuples, je peux rien pour vous. Donc, ouais, conspirationniste, bien sûr. Alors, autre question. Euh, Pensez-vous que des élites veulent réduire la population du monde? Alors, c'est toujours une question lorsqu'on parle de ce genre de complot, parce que là, on continue dans cette approche-là. C'est d'abord, c'est quand on parle d'un complot, il faut avoir un mobile, c'est comme lorsqu'il y a un crime, il faut un mobile, il faut, il faut aussi des faits. Vous avez quelqu'un que vous retrouvez noyé, vous regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui avait intérêt à ce qu'il décède? Ah, cet homme est très riche, sa famille va toucher un héritage. C'est un mobile, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un meurtre. C'est pas parce qu'il y a un mobile qu'il y a un meurtre. Ça se trouve, il s'est vraiment noyé. Peut-être qu'il s'est suicidé. Peut-être qu'il a glissé du pont. Enfin bref. Euh, ou peut-être que c'est un meurtre, mais qui n'a rien à voir avec la famille. C'est peut-être quelqu'un qui passait par là, qui s'est énervé, l'a poussé dans l'eau, il s'est noyé. C'est pas parce qu'il y a un mobile qu'il y a une causalité. Enfin, que les gens qui gagnent, on dit toujours à qui profite le crime. C'est tout à fait une question importante, mais ça ne veut pas dire que parfois il y a de l'opportunisme et puis parfois c'est la chance. Donc, ça, c'est important à dire hein, quand on parle des complots. Moi, je suis toujours très très sceptique en fait quand on parle de complot. Vous allez voir, je vais vous en expliquer un où je suis très sceptique. Donc, éliminer la population mondiale, qui? Les élites. C'est qui les élites? Moi, on dit les élites, j'aimerais bien les définir. Moi, je ne connais pas des élites uniformes, donc déjà, pour qu'ils se mettent d'accord, c'est pas évident. Quand bien même ils se mettraient d'accord en petits groupes, qui sont les exécutants? Est-ce qu'ils sont compétents, ces exécutants? Puis pourquoi? Alors, le pourquoi, ça, je peux comprendre. On va voir le comment. Le pourquoi, à la limite, c'est évident. Si on se met 2 secondes à la place de gens qui sont très fortunés, très puissants dans le monde, quand tu observes le monde, tu te rends compte que la plupart des gens, c'est des débiles. La plupart des gens, ils sont complètement cons. La plupart des gens, en fait, tu es obligé
pour les faire bosser, de leur faire croire qu'avec l'argent, ils vont pouvoir consommer. Et pour consommer, pour qu'ils consomment plus, il faut les abrutir encore plus avec la télévision. Le problème, c'est que plus ils s'abrutissent, moins ils deviennent efficaces. Alors on délocalise avec des gens encore moins chers, mais après, on se retrouve avec des gens sans emploi, qui vieillissent, qui coûtent cher, qui consomment malgré tout, ils chient partout, ils mettent de la pollution partout. C'est polluant les gens, et surtout les cons. Donc, je peux comprendre pourquoi on veut éliminer des gens, mais comment? Parce que le problème, c'est que vous faites un virus, et vous le chopez aussi. Vous essayez d'empoisonner l'eau, mais vous la buvez aussi. Puis à la fin, vous avez des ouvriers qui meurent. Donc, comment vous sélectionnez les bons, les moins bons? Parce qu'à la limite, je peux comprendre, dans une société, tu dis, bon, ben, les 10% qui servent à rien, on les élimine. Puis chaque décennie, tu élimines les 10% les plus pauvres ou les plus incapables. Mais sur quels critères? Puis comment tu les élimines? C'est pas évident. Alors, la théorie la plus simple, c'est que tu laisses faire le libéralisme économique total, où finalement, ben, les mauvais, ils sont éliminés, les incapables, les inadaptés, etc. Et les travailleurs, ben, ils s'en sortent. Et là, tu as quand même des travailleurs. Le problème, c'est que comme tu as un État social, tu laisses pas mourir les pauvres. Tu les aides, les pauvres. Au contraire, leur mets une rente à vie. Cette rente, elle coûte. Donc, elle coûte cher au système. Elle coûte cher. Alors, c'est pas les très riches qui payent le système, quoique. Mais c'est pas efficace. Donc, le comment, moi, je vois pas comment c'est possible. Alors, après, on nous sort des trucs, chemtrails, machin, bon, on verra. Mais chaque fois, faut bien se prendre compte de comment on fait. Ensuite, la motivation. Alors, ça peut être très rationnel, comme je l'ai expliqué, à la limite, genre, les gens sont débiles, donc on va en éliminer une partie. Mais c'est juste, à mon avis, impossible à réaliser. Et puis pourquoi est-ce qu'on aurait attendu aussi longtemps? Les gens, ils étaient débiles quand on était 4 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Pourquoi est-ce qu'on a attendu qu'il y ait autant de gens? Je veux dire, les pays où ils se reproduisent comme des lapins, c'est les pays du Moyen-Orient, l'Amérique latine, euh, l'Afrique. Il fallait mettre des virus alors il y a 30 ans, il y a 40 ans, pour éliminer une grande partie de cette population. On ne l'a pas fait. Donc, il n'y a pas ce plan à mon avis, il n'y a pas de plan de dépopuler. Et c'est pas parce que tout d'un coup, il y a des gens qui ont un plan que c'est le plan. Il y a des gens qui ont peut-être fait les Georgia Guidestones en Georgie où ils ont mis ces pierres en disant il faut réduire la population à 500 millions. C'est pas parce qu'ils le souhaitent qu'ils sont capables de le faire. Et encore une fois, pourquoi c'est pas mis encore en place? Donc, franchement, j'y crois pas. Moi, je pense que le monde est plutôt chaotique. Et puis aussi, si on élimine les gens, qui c'est qui fait le boulot après? Les robots? Et qui c'est qui construit les robots? Puis, ou alors les survivants, on les transforme en esclaves, mais qui garde les esclaves? C'est pas efficient un esclave. Donc, il y a tout un raisonnement logique, à mon avis, à démonter, qui fait qu'à mon avis, il n'y a pas du tout de plan de réduire la population. Euh, et même les guerres, c'est casse-gueule, quoi, surtout avec les armes nucléaires. Donc, à mon avis, ça n'a pas de sens. Alors, autre, et pour terminer cette deuxième partie de vidéo, autre question, c'est que penses-tu des chemtrails? Alors, les chemtrails, c'est une théorie qui fait qu'il y aurait des avions qui épandent, donc par épandage, des produits chimiques dans le ciel, pour différentes raisons. Raisons qui peuvent être le changement du climat ou l'empoisonnement justement des gens. Alors moi je suis toujours sceptique, donc je vais vous dire mon raisonnement. Le raisonnement c'est de dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a des chemtrails ou est-ce que c'est pas vrai qu'il y a des chemtrails? Alors si c'est pas vrai, bon bah, le problème est réglé. Alors si c'est vrai, la question qui se pose toujours c'est qui, pourquoi, ou plutôt on va commencer, pourquoi, comment et qui. Alors le pourquoi, alors si c'est un changement du climat, bah, c'est un truc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est nécessaire, etc. Franchement, moi il me semble quand on voit le climat à quel point c'est pas évident de comprendre ce qui se passe vraiment, je sais pas. Ensuite, est-ce que ce serait pour éliminer la population? Mais les gens qui décideraient ça, ils font partie de la population. Alors, ils font quoi? Ils vivent sous terre pendant qu'il y a des avions qui trimballent des trucs dans le ciel. Donc, je sais pas. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste, je me pose une question sérieuse sur le réalisme du pourquoi. Ensuite, qui décide ça? Des organisations secrètes? Parce que les États qui changent et qui vivent parmi la population quand même la plupart du temps, ça m'étonnerait qu'ils décident ce genre de choses. Donc, soit planqué. Mais pourtant, pour que ce soit décidé, il faut que ce soit appliqué. Or, les États, ils ont des rapports sur ce qui se passe dans le ciel, sur le trafic aérien, sur le trafic militaire.
Les états-majors des armées, ils sont au courant de ce qui se passe, ils savent qui vole dans les opérateurs radars. Enfin, ça fait pas mal de gens qui doivent être achetés ou mis au courant de ce qui se passe. Ensuite, c'est le comment. Alors, si c'est comment, ben, y a pas 36 000 solutions. Il y a deux solutions. Soit c'est des avions de ligne, soit c'est des avions spéciaux. Ou les deux. Alors, les avions de ligne, je vous dis tout de suite, j'y crois pas un instant. Tout d'abord parce qu'un avion de ligne, c'est un poids très précis. Ce sont des entreprises privées qui gagnent beaucoup d'argent sur le fait d'utiliser ou pas du carburant dans le vol. Le pilote, il sait au kilo près combien de... Et non seulement le poids, mais comment ce poids est réparti dans son avion. Quand tu fais décoller un Airbus avec un certain nombre de tonnes de passagers, de bagages et de carburant, quelques kilos de plus ou de moins, bien répartis ou pas, tu sais exactement ce que tu as chargé. Chaque valise est pesée, ils ne pèsent pas les passagers, mais ils ont une bonne estimation moyenne de la corpulence des gens, ils savent le nombre de passagers. J'exagère quand je dis au kilo près, mais à 10-100 kilos près, ils savent. Donc, si d'un coup on commence à mettre des bidons de produits chimiques sous les ailes ou dans la soute, ça fait beaucoup de poids. Et puis, il faut qu'il y ait un système pour mettre en place cet épandage. Alors, dans l'avion, alors ils ont des rétroviseurs hein, dans les cockpits. Tout d'un coup, si derrière, il commence à lâcher, même si le pilote n'est pas au courant, il voit qu'il y a un truc bizarre. Il va se dire, putain, c'est quoi ce truc? On est en train de perdre quelque chose. Il regarde ces trucs. Enfin bref, il y a 100 000 vols par jour commerciaux dans le monde. Chaque jour, 100 000 vols, au moins. Ces 100 000 vols, ça fait 100 000 pilotes, ça fait 100 000 copilotes qui sont dans le ciel et qui suivent souvent des avions parce que les lignes se suivent. Si vous faites, je sais pas, Londres-New York, tu as un avion qui décolle de Londres pour New York chaque 5 minutes. Donc souvent, surtout dans les phases d'atterrissage, etc., mais même en l'air, ils se voient. Et parfois, ils se croisent, ils se voient. Donc s'il commence à avoir des trucs bizarres qui sont épandus, les pilotes le voient. Donc 100 000 pilotes tous les jours, il devrait y avoir des centaines et des centaines de pilotes qui se plaignent et qui disent, voilà, mon avion était chargé avec des trucs bizarres, j'ai vu l'avion d'un collègue avec des trucs bizarres, les contrôleurs aériens, ils voient des trucs bizarres. Ça se verrait vachement si c'est des avions de ligne. Or, j'entends pas de pilotes, moi j'ai des amis pilotes chez EasyJet, et ils n'y croient pas du tout à ça. Parce qu'ils voient le ciel. Alors, l'autre alternative, c'est que ce soit des avions spéciaux. Alors là, c'est possible. Ce sont des entreprises privées qui sont créées et mises en place par des gens qui ont intérêt à faire ceci, et dans lesquelles on peut charger ce qu'on veut, et le pilote, on lui dit, voilà, on va faire un épandage, c'est un truc spécial, t'es payé pour, ferme ta gueule, ça fait partie du contrat, pourquoi pas. Alors, possible, mais il faudrait une chier d'avions. Et cette grande quantité d'avions, ils se voient dans le ciel, ils se voient à l'achat, il faut les garer, les parquer quelque part, ils volent pas 24 heures sur 24. Alors certes, il y a des bases militaires, il y a peut-être des bases secrètes, mais ça fait beaucoup d'avions si on veut faire des épandages sur la surface du globe. Ça fait vraiment beaucoup. Et l'armée les voit, les radars les voient, les surveillances le voient, et les autres pilotes qui voyagent dans alors les couloirs aériens civils sont définis, et le reste, c'est le militaire. Donc on peut imaginer que des avions sont dans le reste du ciel, donc dans plutôt l'espace ouvert, donc militaire. Mais franchement, où ils sont? Alors je sais que sur Internet, j'en ai vu quelques-uns, il y a des reportages, etc. Mais tous ces reportages, honnêtement, ils sont bidons. Bon, il n'y a pas aucune preuve. Alors il y a un commentaire qui explique plein de trucs, qui sort des théories, etc. Et ensuite, ils montrent des images, mais ces images, ça peut être complètement autre chose. Alors, un, ça peut être bidonné. Deux, ça peut être hors de son contexte. On montre une image avec un avion avec des bidons dedans, c'est une image avec un avion avec des bidons dedans. Mais ça ne veut pas dire que c'est une image d'un avion avec des bidons qui va faire de l'épandage. Et on ne sait pas, et quand bien même il fait de l'épandage, on ne sait pas ce qu'il y a dans les bidons. Je veux dire, il faut des témoins, il faut des preuves, il faut être un peu sérieux quand on a ces théories. C'est pas comme le 11 septembre où on a des physiciens qui expliquent très très bien pourquoi une tour s'effondre à la vitesse de la gravité, parce qu'il y a de la démolition contrôlée. On a 3 tours qui tombent avec 2 avions, on a un trou de 5 mètres alors qu'il y a un avion de 40 mètres d'envergure qui tombe. Enfin bon, il y a quand même vachement d'indices pour montrer que ce qu'on nous raconte est faux. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, mais on sait que ce qu'on raconte dans le 11 septembre est faux. Bon. Là, on nous dit il y a des avions qui déversent des kilomètres cubes de produits chimiques dans le ciel, mais où sont les preuves machin. Alors ensuite, les gens disent oui, mais on le voit. Ouais, mais le problème, c'est que il y a 40 ans, il y avait moins d'avions, ça se voyait moins.
Et aujourd'hui, on le voit parce que, un, il y a plus d'avions, il y a plus de trafic aérien, et ensuite, vous voyez parce que vous voulez bien le voir. Mais si on vous a jamais parlé d'épandage, lorsque vous voyez le ciel, un jour il y a un avion qui passe, il y a pas de nuages derrière, et un jour il y a des nuages, parce que c'est la condensation, et cette condensation elle dépend de l'altitude, de l'humidité, du type de kérosène, et un jour vous la voyez, un jour vous ne la voyez pas, et au bout d'un moment, c'est un peu comme si je vous dis ne pense pas à un éléphant, la première chose à laquelle tu penses tout de suite c'est à un éléphant. Le problème c'est qu'il y a un conditionnement mental et la volonté de gens d'y croire. Alors moi je vous dis pas que j'y crois pas. Déjà parce que si je dis que je n'y crois pas, je vais perdre la moitié des gens qui m'écoutent. Mais c'est qu'en fait, j'en sais rien. Mais simplement, je vous dis juste qu'il faut avoir une méthode de raisonnement et une logique pour analyser une hypothèse. C'est une méthode scientifique. Et puis, j'en suis encore même pas en fait à la méthode scientifique. C'est qu'à partir du moment où vous avez une hypothèse et que vous commencez à avoir des indices et que vous éliminez ou que vous validez, après, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il faut ensuite aller voir, faire des enquêtes, mais au moins avoir une base de preuves et d'indices solides peuvent permettre de faire une enquête. On m'a envoyé récemment une histoire d'une nana qui, soi-disant, avoue, donc quelqu'un qui est membre des Nations Unies, un comité des Nations Unies, et qui semblerait-il avoue que oui, il y a des épandages. Mais moi j'ai écouté cette vidéo, c'est pas du tout ce qu'elle dit. C'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle parle de l'hypothèse de faire des études, d'éventuellement regarder le climat, si le climat peut être mitigé ou changé par cela. Ensuite, il y a des épandages qui existent contre la grêle, contre les ouragans, contre pour désinfecter ou pour rajouter des saloperies d'insecticides sur les champs. Les États-Unis ont fait des épandages massifs au Vietnam, le fameux agent orange, qui est du Roundup pour éliminer le foliage, les feuilles des arbres pour qu'on puisse voir les Viet Cong et la piste Ho Chi Minh qui se baladait, les ravitaillements pour les guérillas du Sud. Je veux dire, ça existe, mais il ne faut pas non plus délirer. Alors je ne vous dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai, mais personnellement, rien ne m'a été montré, et s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des vidéos, parce que je sais que quand je dis un truc comme ça, après on m'envoie 50 000 messages, et je suis obligé de répondre parce que je suis poli, ou peut-être je ne vais pas répondre, mais en plus vous m'envoyez tous le même, donc franchement, voilà. Parce que c'est aussi un truc de gens, parfois il y a aussi des gens qui disent, puisque de toute façon il y a des chemtrails et qu'on va tous nous tuer, ça ne sert à rien de nous préparer. Donc c'est une forme perverse de déni par impuissance, de dire, ah bah de toute façon ils sont trop forts, de toute façon il y a un complot. Et encore une fois, je dis, il y en a plein des complots. Mais il faut bien les analyser, parce qu'il se peut très bien que ce soit aussi un faux complot pour dérouter les gens des vrais. Mais ça, c'est jamais évident. Donc voilà. Bien. La suite, dans un petit moment.